Alors, Madame Thibault, je vous donne 10 000 PQ professionnels. Mais je vous inviterai de prendre un micro pour que les gens qui sont en ligne puissent bien vous entendre. OK, je pense que c'est correct comme ça. C'est parfait, merci. C'est un vécu organisationnel, ce n'est pas juste le mien. Nous, c'est un mini témoignage. On a commencé avec les données ouvertes en septembre 2015. Dans le fond, c'est les gens de l'externe qui sont venus vers nous, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit la Chambre Blanche à Québec, qui est très dynamique en art numérique, ou Avatar, ou avec les hackathons dont Anne-Laura a parlé ce matin. Dans le fond, c'est les créateurs qui sont venus vers nous pour nous demander de libérer nos données ouvertes. Parce que nous, on se disait, on est un peu comme Madame Plamondon mentionnait, on était déjà sous le web et sur le web, mais on n'était pas encore dans le web. Fait que ça résume très bien l'idée du musée qui pensait qu'il était sur le web par référencement, avec plein de stratégies marketing, avec plein d'idées de fréquentation de nos collections sur le web. Parce qu'en ce moment, voyez-vous, dans notre section collection du musée sur le site, on a environ 700 consultations par mois. Et depuis l'avènement du plan culturel numérique, on a ajouté beaucoup d'images, beaucoup de numérisation, beaucoup de photographies nouvelles. On voit qu'il y a une très grande progression. Fait imaginez si on arrive dans une vraie diversité puis une vraie collaboration de données liées ou de données ouvertes au sens dans le web at large. Je pense que ça va être très intéressant pour l'ensemble du réseau des musées québécois. Fait que notre expérience est de très courte durée parce que c'est septembre 2015. Après ça, on a collaboré au hackathon et on a aussi verser nos données sur données ouvertes gouvernementales et ça nous a amené à nous questionner qui allait utiliser nos données. On se disait, est-ce que ça va être des chercheurs, des généalogistes qui est notre clientèle naturelle, les historiens de l'art, et finalement, c'est beaucoup de gens, des codeurs, des gens techno, mais aussi on a eu des demandes d'images, évidemment, parce qu'on n'avait pas mis nos images. On répondait pas à tous les standards qu'eux avaient en pensant qu'on avait libéré nos données ouvertes. Fait que notre idée en ce moment, c'est de réfléchir en comité. On a créé un comité numérique depuis l'avènement du plan culturel numérique et de vraiment valider avec des gens de contenu, médiation, éducation, communication, TI, évidemment, quelle sera la nouvelle approche de nos données ouvertes pour rendre ça plus intéressant pour le citoyen et répondre aux demandes des citoyens parce qu'on les a, ces demandes-là, on sait qu'est-ce qui est prioritaire. C'est pour ça, tantôt, je posais la question. Nous, ça vient souvent de l'externe, curieusement. Mais là, on s'intéresse de plus en plus à l'interne dans nos pratiques et même dans nos processus d'affaires. On se questionne où est-ce que la donnée ouverte pourrait être intéressante. Fait qu'on a une avenue de présenter nos expositions, faire un répertoire de nos expositions en données ouvertes. On aimerait aussi offrir justement les artistes en URI si c'est possible. On a plein de projets, mais là, ça va être de voir qu'est-ce qui va être prioritaire avec la collaboration du ministère, parce que Mathieu va sûrement vous en parler tantôt, et aussi en collaboration avec les autres musées. C'est un petit sommaire, là, très simple, là, mais on est là, on pense plus données ouvertes qu'avant, on pensait données publiques, documents publics. On donnait accès à cause du règlement sur la diffusion, on avait plein de contraintes juridiques qu'il fallait mettre en place. On l'a toujours fait, on a fait nos devoirs. Et là, on est ailleurs, là. Je pense qu'il y a vraiment un virage qui se fait à l'interne. Merci beaucoup. Madame Maillot. Je vais prendre le micro. C'est bon, on va lever le volume. J'ai une petite présentation. Nous, on part toujours d'un petit peu plus loin que le MNBAQ. Donc, on avait des devoirs à faire bien avant, en fait, parce qu'on a commencé, nous aussi, à s'impliquer dans les données ouvertes. Mais c'était la première participation l'année dernière, donc en 2014, pour le hackathon. Et au final, il semble qu'on n'était pas prêts parce que je les ai fait retirer cet hiver. En fait, on avait omis, vous le savez, là, les droits d'auteur, c'est un peu une réalité avec laquelle on doit tous faire. Et en fait, les droits d'auteur, en fait, on a versé les images. Les images ont été versées avec les données et je m'en suis rendu compte bien longtemps après que ça allait été versé. Donc, on les a fait retirer. Ceci dit, maintenant, on sera plus prêt pour la prochaine fois. Je vous ai fait un petit peu la genèse, en fait. Nathalie disait, elle, l'expérience du musée. Moi, je vais vous parler un peu de notre incursion, nous, les MCQ, les collections et aussi ma propre expérience, parce que c'est toute une expérience de rentrer dans le numérique, dans les données ouvertes, les enjeux et défis qu'on rencontre.
Peut-être quelques bons coups et erreurs à éviter que je peux déjà vous partager parce qu'on on est passé dessus. Les opportunités, parce que bien sûr, le numérique apporte plein d'opportunités et une petite conclusion. Donc, les collections, en fait, on vient d'emboîter le pas du numérique. Ça fait pas très longtemps. Au musée, Anna Laura, vous savez, notre spécialiste du numérique, elle avait surtout travaillé dans le passé avec des services qui étaient beaucoup plus impliqués dans le numérique, donc les expos, la médiation, par défaut. Nous, on tardait un petit peu, en fait. Je pense qu'on procrastinait. Donc, et comme je vous disais, on partait de beaucoup plus loin que Nathalie et le Musée des Beaux-Arts en général. Donc, on est parti, en fait, ça c'est un peu ce qui se passe présentement, c'est que les projets numériques présentement tournent autour de 3 axes. Donc, le traitement des collections et des images institutionnelles, comme vous le savez, avec le plan culturel numérique, on a une subvention, donc nous, on numérise présentement nos collections, ou en tout cas des parties de nos collections. Évidemment, on a prévu faire la diffusion de nos collections, donc c'est d'ici l'année prochaine, on a le défi de mettre en ligne nos collections, parce que présentement, elles sont que sur Infomuse et Artefacts Canada, on n'avait pas notre propre portail. Et évidemment, ultimement, on veut optimiser pour nos propres opérations, puis que le numérique nous aide en fait dans la gestion de nos inventaires, la circulation des collections. Donc, c'est des beaux défis. On s'est donné quelques années quand même pour y arriver. Alors, grosso modo, quand je disais qu'on partait de loin, en fait, c'est qu'il y a encore 1 an, on avait 6 bases de données différentes. Donc, vous comprendrez que avant même de penser à libérer des données, il fallait déjà qu'on fasse le travail de nettoyer, coordonner, convertir et concentrer nos données dans un seul et même outil. Donc, l'année dernière, en mai, on a déployé The Museum System, qui est la nouvelle base de données des collections qu'on a. Et à partir de ce moment-là, eh bien là, on s'est dit, maintenant qu'on est dans un seul outil unique, maintenant, on veut diffuser. Donc, là, vous voyez, là, c'est une chronologie. Donc, ultimement, à la fin, en septembre, on commence le démarrage de la phase 1 de notre projet qui s'appelle JPA 2, qui implique la mise en ligne de nos collections. Donc, cet été, on voit été 2016, cet été, notre bureau de projet TI est en train de mettre en œuvre une preuve de concept. Donc, ils s'amusent beaucoup. Ils ont downloadé plein de trucs en open source et donc ils s'amusent ferme à essayer de faire des prototypes. Donc, à la fin de l'été, on en saura plus pour voir, parce qu'en fait, tout ça, ça se prépare aussi. Là, il faut choisir les bons outils. Il y a plusieurs solutions, en fait, qui vont constituer la solution finale. De mon côté, moi, je dois commencer à préparer les données parce que eux, ils me fabriquent le contenant, mais moi, je dois commencer à penser au contenu. Donc, c'est beaucoup de travail, mais il faut bien le faire, il faut bien y penser. Et ultimement, vous voyez, à partir de 2018, JPA 2, en fait, va comprendre différentes phases, et une de ces phases-là est de lier nos données, en fait, d'ouvrir nos données. Évidemment, ben nous, on essaie toujours de garder en tête la fabuleuse stratégie numérique qu'Anna Laura nous a fait au musée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense aux collections en ligne ou même de donner accès à nos données, parce qu'on parle de collections, hein, mais il y a autre chose aussi qui gravite autour de nos collections qu'on peut ouvrir. Donc, c'est de permettre aux citoyens d'accéder, d'interagir, partager avec nos contenus et nos informations, avec les professionnels du musée et même entre eux, en fait. Alors, voici la bête. C'est l'ébauche, en fait, de ce à quoi ressemblera notre future solution. On a plusieurs outils. Il n'y a pas que de Museum System qui va être envoyé dans notre data warehouse, en fait, qu'on voit tout en bas à droite, là, le gros bloc blanc. Il y a aussi notre CRM, notre panier d'achat en ligne et notre DAM, qui est Cumulus, qui comprend toutes nos images numériques. Donc, évidemment, le data warehouse et les couches du milieu, présentement, dans la preuve de concept, on essaie de donner comme directive au bureau de projet TI de penser cet outil-là en fonction que ce qu'on va mettre en ligne, on devra aussi, ça sera ces mêmes données-là, en fait, qui partiront en données ouvertes. Donc, ils ont beaucoup de défis. Ils ont une grosse liste d'épiceries que je leur ai faite. Et moi, je continue de travailler avec eux en amont et en aval aussi.
Donc, vous le voyez là en haut, là, dans la portion plus externe. Évidemment, notre data warehouse, nos collections seront disponibles via notre CMS, notre site Internet. Et il y a aussi une portion pour les données ouvertes. Donc, les enjeux et défis. J'imagine que vous avez aussi ces questions-là. Déjà, nous, le gros nœud, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met? Parce que les collections, c'est beau. Si on met tout, en gros, on aurait 625 000 fiches documentaires qu'on pourrait envoyer. Par contre, c'est pas tout ce qui est là-dedans qui est soit pertinent ou très bien documenté. Donc, déjà, nous, à l'interne, on va essayer de faire un choix. C'est sûr que l'idée, c'est d'en envoyer le plus possible, évidemment. Et à travers les types de fiches qu'on envoie, quelles sont les informations en dessous de chaque grand secteur? Et on a aussi, dans l'optique de peut-être libérer certaines de nos archives institutionnelles qui seraient liées aux collections et aussi des documents associés. Donc, tout ce qu'on peut produire qui contient ou pas nos objets, nos archives. Par exemple, nos publications, des concepts d'exposition. Donc, ce genre de choses-là. Évidemment, ça comprend aussi, là, dans les archives institutionnelles, toutes les statistiques. JPA 2, en fait, va prévoir les transactions en ligne, donc la vente de nos images en ligne, les reproductions des objets. Il n'y a rien qui empêcherait que, ultimement, on envoie aussi les données qui a acheté, pour combien d'images on a vendues, donc ce genre d'infos-là qui est plus de l'ordre de la statistique, mais il est quand même lié à nos collections. Donc, d'autres enjeux et défis. Évidemment, il faut une ouverture, puis il faut s'approprier cette nouvelle réalité-là. Je vous en parle aujourd'hui. Il y a encore un an, je ne connaissais pas rien de ce que vous avez tous parlé aujourd'hui. Je suis allée voir plusieurs fois Anna Laura pour comprendre web sémantique, données ouvertes liées, le web scrapping, tout ça. Bon, et puis surtout, là où il faut s'ouvrir, c'est, on a tous le même réflexe, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est comme, pourquoi faudrait qu'on ouvre ça? Je comprends pas, ils vont faire quoi? Tu sais, bon. Il existe des gens beaucoup plus créatifs que moi, donc une chance. C'est sûr que par la nature de notre travail, on est des gens très, on catalogue, on est un peu dans notre monde des collections, et donc là, c'est ça, il faut s'ouvrir à des nouvelles perspectives. On a aussi comme enjeu la gestion des droits d'auteur, vous le savez tous. Au musée, nous, on a une autre couche par rapport aux restrictions liées à certaines données. On a, par exemple, les Premières Nations. Il y a certaines données qu'on ne peut pas envoyer. On a, qu'est-ce qu'on a? On en a plein, là, par exemple, des restes humains pour des questions morales et éthiques. Bref, tout ça, il faut y penser avant. Et jusqu'à maintenant, c'était toujours du traitement un peu ponctuel, à la demande. Et là, ça fait en sorte que ça nous ramène à, là, il faut le gérer, il faut le traiter, parce que si on veut diffuser, on n'a pas le choix de passer au travers. Sinon aussi, ça nous amène une réorganisation du travail, des opérations de gestion, évidemment. Par exemple, pour les droits d'auteur, jusqu'à maintenant, on s'organisait un peu, je ne vais pas dire sur le coin de la table, mais on avait quelques champs qui nous permettaient à l'interne de faire une certaine gestion. Là, ça implique que je vais devoir cet été développer beaucoup plus le sous-module qui nous permet de gérer les droits repro, d'ajouter des champs, de faire un guide pour les bibliotechniciens pour la saisie du travail. Puis évidemment, vous le savez, on a une autre subvention aussi pour faire la conservation préventive de nos archives. Et bien, cette équipe-là, jusqu'à maintenant, elle faisait un récollement assez minimal. Mais là, en sachant qu'on va diffuser, on a fait rajouter certains champs dans le récollement. Donc, ça a amené une certaine adaptation. Et évidemment, une réorganisation, révision de certaines données. Donc, par contre, il y a quand même des bons coups. Travailler en coordination, éviter les silos, inclure les propriétaires des processus d'affaires. Chez nous, c'est quelque chose qui est quand même assez bien fait. On remercie tout le monde. Il y a une bonne coopération entre le numérique, les TI et les gens qui sont responsables des processus d'affaires. Donc, pour les collections, entre autres nous, parce que c'est nous qui connaissons le nœud des collections, qui savons qu'est-ce qu'on peut ou pas diffuser. Je sais que c'est difficile, là, mais prendre le temps d'évaluer adéquatement les jeux et les types de données à diffuser. Je parle en connaissance de cause. L'année dernière, justement, le fait qu'on ait dû verrouiller, en fait, le jeu de données, puis ça a quand même pris du temps avant que je me rende compte, parce qu'il y avait 700 téléchargements déjà?
Bon, donc on a 700 personnes à travers le monde qui ont notre jeu de données avec certaines images qu'ils ne devraient pas avoir, mais on va travailler, on va s'améliorer. Autre chose aussi qui était peut-être un petit peu difficile, travailler en amont. Donc, essayer d'être stratégique dans ce que vous avez à prioriser comme nettoyage de données, choses à traiter. C'est pas toujours évident non plus parce que c'est nouveau pour tout le monde, mais le plus possible. Garder l'esprit ouvert lors du choix des jeux de données à diffuser. Ce n'est vraiment pas évident parce que des fois on se dit, ben là, c'est pas utile, ils feront pas grand-chose avec ça, mais en fait, non. Les gens, les citoyens, en fait, peut-être qu'ils peuvent faire plein de choses avec. Il faut juste pas se limiter à ce que nous, on pense qui pourrait être pertinent pour les gens. Donc, ça, faut quand même, faut faire attention. Ça nous amène quand même des belles opportunités. D'améliorer nos pratiques, nos façons de faire, de développer, mettre en place des solutions innovantes, c'est quand même assez bien, là, on est assez précurseurs là-dedans. Permettre de rejoindre le citoyen, c'est des nouvelles manières, en fait, de rejoindre nos publics, de partager avec eux, d'interagir avec eux, de réinventer aussi notre pertinence, d'emboîter le changement, de se positionner comme institution muséale. José le disait tout à l'heure, c'est une manière de mettre son pied puis de dire, ben, la laitière, c'est nous qui l'avons et c'est nous qui... Nous n'avons pas la laitière dans nos collections. Donc, en conclusion, potentiel de diffusion vraiment incroyable, même si c'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources, mais puis qui demande juste à être exploité, en fait. Par contre, il faut quand même se doter d'outils, adoption d'une stratégie ou d'une politique interne pour nos données ouvertes. Aussi, essayer de paramétrer les mesures de succès. Et comment générer des bénéfices. En fait, ça sera les nouveaux défis que ça nous amènera parce qu'au-delà de libérer nos données, de savoir après où c'est allé, qui en a fait quoi, et puis d'essayer de les relever pour nous donner d'autres idées, puis de continuer là-dedans là, à évoluer. Voilà. Merci. Merci.